Marie-Ange Babert. Claire Duprat. Jacques Choulet. Jean-Marc Favier a donné procuration à Alain Lassalle. Sophie Dupouille. Arnaud Fabre. Elisabeth Brett a donné procuration à Johan Labarère. Johan Labarère. Aurélie Lévesque. Bruno Lamaison. Sylvie Sauvignon. Christophe Priem aura du retard puisque le magasin dont il est responsable ne ferme qu'à 20h. Alain Lassalle. Laurent Langlade. Marie-Thérèse Barouillet. Christophe Vergès a donné procuration à Sylvie Sauvignon. Solange Poudens. Ludovic Ducam a donné procuration à Marion Virginia. Christiane Chagnolot. Marjorie Fautous a donné procuration à Nadine Pinchoret. Olivier Martinez a donné procuration à André Lafargue. Nadine Pinchoret. André Lafargue. Alain Rambat. Jean-Luc Cazenave. Bien, mais écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier conseil municipal de l'année 2017 que nous réalisons cette année début décembre, ce qui nous évitera d'avoir un conseil municipal entre Noël et le 1er de l'an. Sauf délibération de dernière minute, il ne devrait pas y en avoir. Écoutez, c'est sur cette bonne nouvelle que nous commençons donc ce conseil municipal qui, je l'espère, se passera dans la joie et la bonne humeur. Y a-t-il des remarques, des commentaires sur le procès-verbal de la dernière séance? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Alors, y a-t-il des gens qui s'y opposent? Des gens qui s'abstiennent? L'opposition? Des gens qui votent pour? Je vous remercie. Les deux premiers points à l'ordre du jour de ce soir sont l'installation à venir, avec le concours de notre municipalité, de Radio MDM, qui, comme le dit ses initiales, s'appelle Radio Mont-de-Marsan, mais qui se propose d'avoir une deuxième fréquence qui serait donc située pour son siège à Saint-Sevé, avec des locaux qui seraient installés au deuxième étage de la mairie, à côté des archives municipales, là où il y avait, pour les plus anciens parmi nous, soi-disant, un agent municipal qui avait son local dans les années 70, début 80. Personne n'était élu à ce moment-là. Même si on est ancien. Personne n'était élu à ce moment-là, non, effectivement. Je vais... Nous sommes filmés. Radio MDM, dont je tiens à remercier ici la présence du président et du directeur, fait partie de ces associations dynamiques qui cherchent à faire exister ce beau média qu'est la radio et qui peut donner à des déclinaisons locales beaucoup d'atouts. Ça peut être l'occasion pour notre commune et les environs d'avoir une meilleure exposition des réalités associatives, culturelles, événementielles de notre territoire. L'occasion aussi, c'est ce que vous retrouvez dans cette convention, d'offrir des animations en lien avec les écoles. Et je tiens à saluer le fait que Radio MDM a été la première radio en France labellisée éducation aux médias et à la citoyenneté, ce qui nous permettra probablement avec les écoles et les collèges de faire de belles initiations à la radio. Bref, vous l'aurez compris, beaucoup de choses sont à construire. Ce sera l'occasion de donner à notre commune plus d'aura et de permettre à la radio d'avoir une meilleure écoute. Je passe la parole au président et au directeur qui vont vous exposer le projet qui est le leur. Bonsoir à tous. Donc Jean-Michel Duberger, je suis président de Radio MDM. Je suis accompagné d'Olivier Sau qui est producteur délégué
et de Jennifer Biabatantou qui est journaliste. Effectivement, MDM, ça veut dire Mont-de-Marsan. Radio MDM, au départ, c'est une radio montoise qui, dans sa forme actuelle, existe depuis 10 ans. C'est une radio jeune. Nous avons pris l'antenne qui existait à l'époque et qui émettait quasiment pas sur toute l'agglomération montoise et avec aucune ligne éditoriale et aucun suivi. On a monté ce projet il y a 10 ans pour essayer de faire de cette structure un vrai outil de territoire, un vrai outil structurant et de mettre cette antenne au service des gens du territoire. Alors on a commencé peu à peu par le secteur montois, puis l'agglomération, puis on a augmenté la diffusion 30 km autour de Mont-de-Marsan. Et puis on a créé un site internet, et puis les réseaux sociaux sont arrivés, on en a créé aussi. Et on a commencé à mettre en place un certain nombre de choses, des émissions, des rencontres, ouvrir l'antenne aux gens, aux acteurs du territoire, créer des partenariats avec les collectivités locales, monter des ateliers, accueillir des jeunes. Et fort de ce travail, lorsque la fréquence 93.8 qui arrose ici la Chalosse et le Tursan s'est trouvée libre, on a monté un dossier, on a candidaté auprès du CSA et le CSA nous a accordé cette fréquence alors qu'on était en concurrence avec des radios nationales, commerciales sur l'obtention de cette fréquence. Ils ont convenu que le travail qu'on avait fait sur le secteur montois méritait d'être valorisé un peu plus loin et depuis 2013 donc, nous avons mis en place avec la ville de Saint-Sevé la mise en place d'une antenne qui est ici et qui arrose donc la Chalosse et le Tursan. Ce qui fait que les deux fréquences, 101.1 sur le secteur montois et au-delà, et 93.8 donc sur la Chalosse et le Tursan, ça nous donne 80 km nord-sud, est-ouest de diffusion hertzienne. Et depuis ce temps-là, l'antenne ici sur la Chalosse et le Tursan servait à relayer les programmes qu'on met en place depuis Mont-de-Marsan, mais évidemment avec pour nous le projet un jour ou l'autre de pouvoir être un peu plus actif sur ce secteur sud de notre diffusion hertzienne et de mettre en place des choses spécifiques à ce qui peut se passer sur ce territoire nouveau, enfin nouveau pour nous et pour Radio MDM qui, comme on l'a dit, est montoise à l'origine. Le temps a passé, aujourd'hui on est en train de créer cette annexe, ce décrochage réel sur le 93.8 avec la création de vrais programmes spécifiques à la zone en collaboration avec les acteurs du territoire, donc sur le 101.1 et sur la grande agglomération montoise, disons, et tout le secteur central du département. Les gens ont compris que cette antenne était pour eux, qu'elle était ouverte à tous ces acteurs du territoire, et ils viennent de plus en plus. Ils viennent, ils ont des temps de parole, ils peuvent présenter leurs projets, que ce soit des structures culturelles, professionnelles, des entreprises, des gens qui aident au développement du territoire. La ligne éditoriale de Radio MDM, c'est celle-là, c'est parler de ce qui se fait de bien sur le territoire. Ce n'est pas créer des polémiques, ce n'est pas augmenter, appuyer là où ça fait mal, c'est pas le projet. On est une radio associative, on est une radio locale, on est une radio de complément, on est là pour donner la parole aux gens qui font vivre ce territoire. Sur le 101.1, les gens ont bien compris, on voudrait que sur le 93.8, peu à peu, de plus en plus d'acteurs nous rejoignent. C'est déjà parti, il y a des clubs de basket qui nous ont contactés, on a un partenariat avec le SMS à Montsouet, on a le comité des langues qui veut nous rencontrer, on a Basketland qui veut nous rencontrer, donc sur ce côté sportif ça existe. On a d'autres clubs sportifs, on a l'Arbeil, le Café Bois Sec, on a Entracte à Bugron, on commence à avoir des structures qui déjà se sont rapprochées de nous sans qu'on ait ce programme spécifique du 93.8 et je pense que maintenant, mettant ça en place, grâce à la ville de Saint-Sevé, on va pouvoir de plus en plus mettre en valeur les choses qui se passent ici, sur Saint-Sevé, sur la communauté d'agglomération et sur tout le territoire de Chalosse-Tursan. L'idée, c'est donc de s'installer à terme juste au-dessus,
dans ces locaux qui seront mis à notre disposition par la municipalité, et on vous en remercie. Et puis ensuite de mettre en place tout l'appareillage technique et puis les ressources humaines, techniciens, animateurs, journalistes. Et donc ce studio sera votre studio, à vous, les élus du territoire, et à tous les gens du territoire, pour venir parler de ce qui se fait de bien ici, sur la Chalosse et le Tursan. Voilà notre projet. On a franchi des étapes peu à peu dans le temps, mais celle-ci est une étape très importante, avec un vrai décrochage. Un décrochage minimum pour l'instant, puisque le CSA nous impose d'avoir un minimum de programmes spécifiques sur le 93.8 de 4 heures par jour. On va commencer comme ça, avec donc, dès que tout ça sera en place, 4 heures de programme sur le 93.8 qui seront ici, uniquement sur le secteur Chalosse-Tursan, relayés après, pourquoi pas, le cas échéant, sur l'ensemble du réseau herdien, et sur Internet aussi, bien sûr, puisqu'on est mis sur Internet 24 heures sur 24, mais d'avoir un programme vraiment spécifique de 4 heures par jour, à partir du moment où tout sera en place et on pourra se lancer. Donc c'est un programme spécifique Chalosse-Tursan pour parler de ce territoire dont on commence à parler beaucoup sur Radio MDM, mais peut-être pas encore suffisamment, et surtout pas suffisamment au plus près des gens et au plus près des gens qui y vivent. Voilà, donc le projet c'est celui-là. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, peut-être. Oui, vas-y, André. Oui, pas une question. Simplement, j'avais participé à l'installation un peu précipitée, rocambolesque, je dirais, fin 2013, c'était de cette antenne, donc de cette arrivée de MDM sur Saint-Sevé. Alors je veux dire ce soir simplement une chose d'abord, remercier peut-être Monsieur le maire de régulariser cette installation à Saint-Sevé, de formaliser, chose que nous n'avions pas eu le temps de faire pour d'autres raisons. Oui, et qui était un projet. Il y a eu les tempêtes début 2014, on avait donc laissé le dossier un peu en chantier. Donc, mais je me félicite donc aujourd'hui que la municipalité puisse régulariser cette affaire-là et pérenniser donc cette implantation de MDM. Parce que je fais partie de ceux qui pensent effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, que cette radio associative a toute sa place ici au Cap de Gascogne, et plus encore aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé dans votre propos de Chalosse-Tursan. Aujourd'hui, Chalosse-Tursan est une réalité, je crois, administrative. Je crois que vous avez peut-être la particularité à peu près d'arroser, je ne sais pas si c'est votre terme, tout ce territoire-là. Donc je crois que c'est tant mieux, et je vous souhaite longue vie à Saint-Sevé. Merci beaucoup. Bien, mais écoutez, à moins qu'il y ait d'autres questions, il me revient de vous remercier. Et donc, de vous redire qu'au printemps, nous aurons un studio radio ici, mis à disposition de MDM, aménagé par MDM au deuxième étage de la mairie, une fréquence Sainte-Séverine 93.8 et 4 heures d'émission qui parlera des environs, produits par des réalités des environs. Et donc, je ne peux qu'inviter l'ensemble des Saint-Séverins et des associations et de la commune à s'emparer de cette radio. Alors si vous permettez, la fréquence 93.8 existe déjà, bien entendu. Dès le départ, elle s'est appelée 93.8 Saint-Sevé Cap de Gascogne. Il est probable qu'à terme, elle devienne 93.8 Saint-Sevé Chalosse-Tursan. Et aujourd'hui, avec cette fréquence, l'autre, le 101.1, la fréquence originelle, nous avons sur le territoire 40 000 auditeurs, avec 1500 auditeurs par jour. Pour vous donner une idée, sur l'agglomération bordelaise, si vous connaissez FIP, c'est 900 auditeurs par jour. Et Radio Nova, non, FIP c'est 1200 auditeurs par jour, et Radio Nova par exemple, qui est une radio aussi à la couleur musicale, si j'ose dire, qui nous ressemble un peu, c'est 900 par jour. Quand on a monté ce projet avec mon collègue Anthony Hilcock, il y a 10 ans, je lui avais dit, moi j'aime bien FIP, toi tu aimes bien Radio Nova, ça serait bien qu'au niveau musical il y ait un mélange des deux. Aujourd'hui,
l'élève va dépasser les maîtres, puisqu'on a journellement plus d'auditeurs que sur Bordeaux. Voilà. Et on a gagné plus de 50% d'auditeurs en 3 ans, entre 2012 et 2015. La prochaine enquête sera pour 2018, on va attendre de s'installer. Et fin 2018, on lancera une nouvelle enquête de notoriété pour voir où on en est. Mais par nos réseaux, on arrive à avoir des chiffres sans les rémunérer, sans les payer à médiamétrie. Et aujourd'hui, on est à 40 000 auditeurs sur notre zone hertzienne, 2500 auditeurs sur Internet, 3500 suiveurs sur Facebook. Bon, c'est une petite radio de complément associative qui marche, qui est utile et que les gens suivent. Et on est ravis, évidemment, parce qu'on y croyait, nous, depuis le début. En conclusion, on voit dans vos propos la passion. Si vous permettez, c'était juste donc dans mon titre de producteur délégué, une radio associative ne veut pas dire que du personnel bénévole, veut dire aussi un financement. Donc le projet déjà des locaux pour nous c'est énorme. Et on est à la recherche des financements qui vont suivre. Donc pour vous donner des idées, moi j'aime bien les chiffres, pour l'installation, juste le matériel technique pour Saint-Sevé, on est autour de 28 000 € à trouver, qui nous oblige à changer le matériel à Mont-de-Marsan, parce qu'autrement ce serait trop simple, donc il nous manque 22 000 € sur Mont-de-Marsan pour changer le matériel aussi. Et ensuite, pour faire vivre cette antenne, on espère pouvoir avoir 2 emplois à plein temps sur Saint-Sevé, donc grosso modo on est à 25 000 € par an par emploi. Voilà, c'est des chiffres pour notre fonctionnement, mais on ne désespère pas. Hier soir on signait le premier CDI qui devrait travailler pour Saint-Sevé dès que ce sera monté, avec sur 3 ans une aide de la région très conséquente. Et donc on continue à se battre, on est dans cette recherche-là. Donc là c'est vraiment les premiers pas, donc nous on est ravis, c'est ce qui nous permet d'avoir l'autorisation CSA, donc maintenant c'est parti et on y croit, mais on va le trouver cet argent, mais aussi avec votre aide, vos idées, vos envies, on a besoin de ça aussi pour nous y aider. Est-ce que la pub finance aussi votre... Oui. Alors les radios associatives de notre type ont le droit d'aller jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires en publicité, ce qui pour nous représente, aide-moi, je ne suis pas bon en calcul, quelques 8 000 € je crois, ou 10 000. On a le droit de monter à 100 000 €. Ouais, on a le droit d'aller jusqu'à 30, enfin bon, jusqu'à 25 disons, pour pas... on en est loin. Oui. Donc la publicité, on l'accueillera avec plaisir. Et on espère qu'ici, sur La Chaux-sur-Sang, on va développer ce secteur. C'est pas non plus notre ligne éditoriale. Hein. On essaie plutôt de créer des partenariats avec des collectivités ou avec des structures autres, parce qu'on n'est pas friand de publicité nécessairement, et on préfère monter des échanges comme ça avec des prestations. Mais bien sûr, la publicité sera la bienvenue. Et pour compléter les propos d'Olivier, donc on est radio associative, donc bénévole pour les élus, mais on a 7 salariés, 4 CDI et 3 salariés qui ont des contrats soit aidés, soit sur l'intermittence, soit avec des formules différentes, avec des formules qu'il va falloir développer, en trouver d'autres, puisque vous comptez sur des contrats aidés, il va falloir trouver d'autres formules, mais partant de rien, on est à 7 salariés aujourd'hui. Et l'idée c'est de continuer à se développer, puisque sur le 93.8, 4 heures par jour, ça devrait être qu'un minimum, 4 heures de programme par jour. L'idée c'est de développer encore ça, mais bien sûr il y a les ressources humaines à créer derrière. Voilà. Bien, je vous remercie. Je me réjouis que la première radio aidée par la région soit cette fréquence Saint-Severin. Et donc, je vous propose que nous allions au vote. Alors, il y a 2 délibérations. Une première qui sera l'aide de la ville de Saint-Sevé à cette radio dans ce plan de financement qui consiste à mettre à disposition un titre gracieux des locaux. Il y a une convention qui définit d'ailleurs les engagements réciproques qui vous a été soumis. Y a-t-il par rapport à ce premier point à l'ordre du jour des questions, des éclaircissements? S'il n'y en a pas, je propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Cession d'une antenne au profit de l'association Radio MDM.
Je vous rappelle, comme l'avait évoqué André, qu'effectivement, l'antenne a été installée et financée par la ville sur les toits de Monique. Et il s'agit aujourd'hui de céder cette antenne au profit de l'association. Ça fait partie des conditions pour qu'elle puisse obtenir les financements du CSA et que tout ça soit régularisé et honoré. Y a-t-il des oppositions sur ce point-là? Des abstentions? Je vous remercie. Je crois qu'on peut remercier nos hôtes du soir et leur souhaiter bon vent. Voilà, c'est nous qui vous remercions surtout de nous avoir reçus et puis de nous accompagner dans ce beau projet. Et à très bientôt pour l'inauguration. Au revoir. Troisième point à l'ordre du jour, l'approbation de la convention de partenariat entre la communauté des communes Chalosse-Tursan et la ville pour l'installation et l'exploitation d'un système de vidéosurveillance. Je vous rappelle que la ville de Saint-Sevé s'est dotée d'un système de vidéosurveillance. Nous avions délibéré à l'époque. Suite à cette démarche, la communauté des communes a souhaité pouvoir équiper l'aire du Cap, donc le playground, le skate, l'espace jeune, ce site-là, de 2 caméras. Je vous rappelle également que par le recours à une technologie un peu innovante, toutes ces caméras sont télétransmises par les ondes et non pas par des câbles jusqu'au poste central qui est à la police municipale. Donc il s'agit dans cette convention de permettre le paiement par la communauté des communes de ces 2 caméras et de la participation aux frais d'installation du poste central que nous avons acheté courant 2017. Y a-t-il par rapport à ce point-là des questions? Oui, André? Non, ce n'est pas une question, mais c'est simplement une explication de vote. Je crois que nous avions déjà eu l'occasion, lors de la délibération qui avait permis l'installation de vidéosurveillance sur la ville. Nous avions donc eu l'occasion d'exprimer nos réserves sur ce déploiement de vidéosurveillance. Notre point de vue n'a pas changé. Nous ne pensons pas que cette vidéosurveillance soit d'une absolue nécessité sur notre territoire de Saint-Sevé. Nous nous abstiendrons. Malheureusement, les faits vous rendent de plus en plus isolés sur cette position, puisque même les élus de la communauté des communes l'ont demandé et sont très heureux de son installation. Je vous propose dès lors que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, des votes pour? Très bien. 4e point à l'ordre du jour. Vous avez pu tous constater comme moi l'élégance et la réussite architecturale de l'aménagement dans le cadre de l'hôpital de la maison de santé pluridisciplinaire. Nous commençons aussi à voir à quel point notre hôpital est en train de grandir, de se modifier, et nous nous en réjouissons. Je tiens ici d'ailleurs à saluer les médecins libéraux et les professionnels qui ont été à l'initiative de cette démarche de fédération entre eux pour essayer de revoir leur organisation et d'être plus à même d'accueillir des nouveaux professionnels sur notre commune. Le défaut majeur de ce projet, c'est qu'il y a un déficit de places de parking. Ce projet a concentré autour de l'hôpital l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux, sans création jusqu'à ce jour de places de parking supplémentaires. Problème renforcé bien entendu par la période de travaux que nous traversons. Nous avons travaillé à essayer de résoudre ce problème. Et donc la délibération de ce soir est une première démarche en la matière qui consiste à mettre à disposition à titre gracieux de l'hôpital le terrain qui est à l'arrière de l'ancienne gendarmerie, qui est cet accès au jardin familiaux, et il se trouve qu'il y a là un grand espace. L'architecte
qui travaille sur la rénovation de l'hôpital, a fait une esquisse. Il y a la possibilité sur cet emplacement de créer 32 places de parking. Et le projet consiste à ce que l'hôpital donc aménage ce lieu en parking privé avec un portail, avec un éclairage, de façon à ce que le personnel de l'hôpital puisse stationner là. Et ainsi libérer autant de places sur les emplacements qui sont autour de l'hôpital. C'est donc le budget de l'hôpital qui financerait les travaux. La ville met à disposition les locaux avec une servitude de passage pour nos bénéficiaires des jardins qui sont à l'arrière. Et nous profiterons de cet aménagement pour créer un trottoir le long de l'axe de façon à ce que les personnels puissent rejoindre en totale sécurité ce parking lorsqu'ils se rendent ou lorsqu'ils reviennent de l'hôpital. J'en profite également pour vous dire qu'un travail est en gestation pour revoir aussi les parkings autour de l'hôpital, mais je pense que c'est du ressort de la commission de travaux qui sera saisie de ce point début d'année. Vous avez au pied du funérarium un parking qui a besoin d'être réaménagé et qui peut donner lieu à gagner quelques places. Nous avons aussi la rue des Tilleuls qui nécessitera d'être reconfigurée. On pense pouvoir gagner quelques places là aussi. Bref, avec l'ensemble de ces démarches, je pense que d'ici l'été prochain, notre commune pourrait gagner autour de 40 places autour de l'hôpital et ainsi participer à la résolution de ce problème. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce projet. J'ai des plans que je peux vous faire passer, même si c'est extrêmement sommaire, hein, mais le terrain qui fait l'objet de la convention de mise à disposition est suffisamment grand pour accueillir une trentaine de places de parking. Officiellement 32, je préfère annoncer 30. Et les jardins ne sont pas touchés. Les jardins ne sont pas touchés. C'est sur l'emprise qui est à l'avant. Il y aura une servitude de passage pour permettre l'accès au jardin comme aujourd'hui. La voie permet de porter un trottoir, mais c'est vrai que la voie n'est pas très large. La voie n'est pas très large. Il y aura sûrement un trottoir que d'un seul côté. On est en train de l'étudier aujourd'hui. Est-ce que ça doit donner lieu à un maintien de la voie à double sens, un passage de la voie à sens unique? C'est là les normes en la matière qui conditionneront les choix qu'on retiendra. Tout ça sera validé en commission travaux. On a une petite maîtrise d'œuvre qui est en cours là-dessus. De toute façon, ce trottoir est nécessaire. Là, on le fera du parking jusqu'à l'ancienne route nationale, puisqu'on a quand même beaucoup de gens qui marchent aujourd'hui sur la route. On verra à terme s'il faudra le prolonger. C'est-à-dire l'aménagement de l'ancienne gendarmerie, peut-être il y a des garages, il y a peut-être une solution. Il y aura effectivement à prévoir aussi de l'éclairage public sur le long de cet axe. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est prévu aussi. J'ai prévu de faire une commission de travaux courant janvier, dès qu'on aura récupéré l'ensemble des documents travaillés par l'architecte pour faire une pré-proposition et voir si ensemble s'il y a des choses à améliorer ou à accepter dans ce qui nous sera proposé. Au bout de l'ancienne gendarmerie, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'espace foncier disponible pour un cheminement piétonnier. Alors que à côté, je ne sais pas, pour aller directement. Il y a un système qui pourrait peut-être, mais c'est pas. Il y a des postes électriques, enfin, c'est assez contraint. Des affleurants, ouais, dans le coin, c'est peut-être à court terme, puisque un parking sera aménagé là, nous trouverons une solution pour un cheminement piéton sécurisé pour le personnel qui devra se rendre jusqu'à l'hôpital. S'opposera à la question de l'aménagement de cet axe. À chaque réunion de quartier, on a le droit d'ailleurs à des questions des habitants du chemin du pré Saint-François et de La Fontaine sur ces questions-là. Et d'ailleurs, je pense qu'une fois que la commission de travaux aura travaillé, il y aura un échange à mener avec les habitants du quartier, si on devait être amené à mettre à sens unique pour savoir dans quel sens il faut le mettre.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose... Oui. Bon, ce n'est pas une question, mais monsieur le maire, vous avez permis une petite digression dans la présentation. Vous avez souligné l'implication dans ce projet des professions médicales de Saint-Sevé, c'est vrai. Et pour avoir été un peu dans la coulisse et témoin de l'évolution de ce projet, de maturation de ce projet pendant de longues années, je voudrais moi aussi alors souligner la forte implication de la communauté de communes du Cap de Gascogne à l'époque, du pays à Lourchalos-Tursan, de l'ARS. Je crois que ça aussi, ça méritait d'être dit. Ça a été un projet mené collectivement. Mon propos n'avait pas vocation à polémiquer, Non, mais je vous donne une extrême susceptibilité. Parce qu'on peut ressortir les dossiers. Il y avait un premier projet porté par les professionnels que le maire de l'époque a retoqué, et il est rebondi autour de l'hôpital, sur financement de l'hôpital, et à l'initiative des professionnels. Voilà. Donc, oui, la Comcom a financé une étude modeste, mais ne met pas un rond dans cet investissement-là. Voilà. Donc je ne voulais pas qu'on polémique, mais si tu veux qu'on polémique, moi c'est un sujet où je pense... Je précise, ce n'est pas une polémique, c'est une précision, c'est tout. Il n'y avait pas dans mon propos le moindre esprit de polémique. C'est simplement situer qui avait participé à la préparation. Ça a pris de longues années. Après, ça aboutit sur ce qui est aujourd'hui. Il ne faut pas dire que c'est exclusif d'une profession ou de telle personne. Ce n'est pas que la communauté de communes. Les libéraux ont eu leur part, la communauté de communes a eu sa part, le pays à Lourchalos-Tursan a eu sa part. Point barre, c'est tout ce que je voulais dire. Il ne faut pas vouloir me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc acte. Je ne pense pas qu'on ait voté. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons un 5e point à approuver l'avenant de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de la montée de Morlaine, tout simplement. Un dossier qui aura nécessité de longs mois d'âpres négociations en commission voirie de la communauté commune. Je vous rappelle les allers-retours. Lorsque nous avions soumis le projet à la communauté des communes pour obtenir de sa part une délégation de maîtrise d'ouvrage, il n'y avait pas eu de vote sur le réseau pluvial, à l'initiative de certains délégués qui considéraient que ce n'était pas la communauté des communes de financer ces travaux-là. 9 mois plus tard, la communauté des communes s'est rangée à l'avis que l'interprétation des compétences voiries transférées par les communes à la communauté des communes font que la communauté des communes a bien à financer la canalisation du pluvial de façon à consolider la structure de la voirie. Dès lors, ces travaux de canalisation des eaux de pluie pour éviter qu'elles partent dans les pentes et qu'elles participent au ravinement de ces pentes est à 100% à la charge de la communauté commune. C'est l'objet de cet avenant qui a été validé en communauté des communes en septembre et que je vous propose que nous validions à notre tour. Mais que faites-vous, monsieur le maire? Vous ne faites rien, c'est fou la communauté des communes. J'ai bien vu ça dans les écrits, vous ne servez à rien. Je ne sers à rien. La communauté des communes a des compétences. Notre ressort en siégeant à la communauté des communes est d'essayer de défendre à la fois l'intérêt général et le strict respect des intérêts des Saint-Séverin. Y a-t-il des oppositions sur cette question? Des abstentions? Je vous remercie. La commission locale d'évaluation des charges transférées, alors là c'est une délibération auquel nous aurons droit chaque année. Le rapport de 2017 ne précise rien de particulier. Il nous est par contre obligé de délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Autre délibération dorénavant coutumière, l'approbation des dates d'ouverture des commerces de détail à Saint-Sevé pour l'année 2018. Nous avons 3 établissements dans la commune qui demandent d'avoir un nombre d'ouvertures
élargi le dimanche. Y a-t-il par rapport à ce point des questions? Tout était précisé dans la note de synthèse, et donc nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Alors oui, effectivement, Christophe Priam, qui juge et parti, ne participera pas au vote. C'est pas Carrefour Market, c'est Market. Ah. On a évité de l'appeler champion. Pourtant, c'est comme ça que je l'appelle auprès de mes enfants encore. Et j'ai connu Johnny étant jeune, je l'ai même vu en concert. Ouais, j'ai une question quand même, parce que il y a des demandes, certes, par 3 établissements, c'est-à-dire District Center, Chez Meubles et Market. Et on sait très bien qu'il y a d'autres commerces qui sont ouverts. Alors, quid de ces commerces si... Ah, pardon. Quid de ces commerces... non, je ne m'énerve pas, non. Quid des autres commerces qui seront ouverts et qui n'ont pas eu l'autorisation parce qu'ils ne l'ont pas demandé? Je savais que j'aurais droit à une question de piège. De ce que j'ai compris, les ouvertures du dimanche matin pour notamment les magasins d'alimentation et de plein droit n'est pas concerné par cette délibération. Deuxième point, il y a un nombre de dimanches qui va jusqu'à 5 qui ne concerne pas cette délibération non plus. Nous avons donc 3 magasins de la commune qui demandent à être ouverts 3 dimanches entiers, plus de 5 dates. Et vous avez les dates qui sont soumises ci-dessous. Bien entendu, si d'autres commerces venaient à ne pas avoir fait la demande et être dans l'illégalité, nous serons là pour faire respecter la loi. Je ne sais pas. Pour le moment, nous avons transmis l'ensemble des demandes que nous avions reçues. Je ne sais pas répondre à cette question, mais ils ont été informés. Oui, ils ont tous été informés. Je vous rappelle que c'est des choses assez habituelles. Je retrouve là d'ailleurs les 3 de l'année précédente. Donc, oui, c'est avant le 31-12. C'est décrit dans la délibération. Bien, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons derrière, je propose qu'on évoque le sujet pour les 3 en même temps. Les communautés de communes auront dorénavant, à partir du 1er janvier 2018, la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Jusqu'alors, c'était la commune qui avait cette compétence et nous l'avions gérée en adhérant à des syndicats intercommunaux de rivières, notamment le CIMAL pour l'Adour, qui va de R-sur-l'Adour jusqu'à Dax, où c'est ensemble que nous finançons les travaux, et le CIRVAL, qui gère tous les affluents qui sont grosso modo au sud de l'Adour. Donc pour ce qui nous concerne, le Bahus et le Gabas. Donc nous avons 3 délibérations qui consistent à transférer cette compétence à la communauté des communes, qui a reçu d'ailleurs les représentants de ces syndicats lors du conseil communautaire de Kona, communauté des communes qui adhérera elle-même à ces syndicats, de façon à ce qu'il y ait des représentants de chaque commune. Dans ces syndicats, j'ai l'impression en la matière qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Se posera la vraie question, à savoir la gestion de prévention des inondations, des modalités de gestion de ce risque et des moyens qu'on se donne pour le prévenir. Vaste sujet. Je vous propose qu'on passe au vote. On fait les 3 en même temps. Non, mais en plus on a Alain et André qui vous avez siégé avant nous dans ces syndicats. Y a-t-il des oppositions sur, on va les faire une par une, protocolairement, sur la prise de compétence GEMAPI par la communauté commune? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien. Sur l'approbation de l'évolution du syndicat du Moyen-Adour landais en syndicat à la carte,
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Sur le point numéro 10, approbation du périmètre du syndicat du Moyen-Adour landais, CIMAL. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Nous avons donc adopté ces 3 délibérations. Point 11 à l'ordre du jour. L'approbation de l'attribution de compensation dérogatoire définitive 2017. Je passe la parole à Jacques Choulet, notre adjoint aux finances. Prends le micro. Alors Jacques me dit, je parlerai plutôt sur la décision modificative, pas sur celle-là. Ce point, là aussi ça a été un combat, une négociation. Je vous rappelle que l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Sevé soutenait des réalités associatives qui avaient une vocation de promotion touristique. Il s'agissait des Vasconiales, de Jazz and Cars pour la dernière année. Et donc la communauté des communes a décidé de ne plus faire ce type de soutien, à l'exception d'un événement gastronomique. S'il devait y avoir de nouveau un Place au Canard ou un Festivalail, la communauté des communes a pris l'engagement moral qu'elle interviendrait dans le cadre de ses compétences de soutien au développement économique notamment. Mais sur ce qui est spécifiquement touristique, elle a décidé de se désengager, donc de rendre cette compétence aux communes concernées, à savoir Montaut par rapport aux Incartades, qui s'est vu donc doté de 5 000 € de restitution, d'attribution de compensation, et nous-mêmes qui avons donc dans notre budget cette année 13 000 € reversés par la communauté des communes cette année et pour toujours. Alors, la délibération consiste à approuver l'attribution de compensation qui est de 1 658 275 €, qui correspond à celle antérieure, plus ces 13 000 €. Y a-t-il par rapport à ce point des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point 12 à l'ordre du jour. Nous avons, il vous est proposé qu'une dizaine d'étudiants en master valorisation du patrimoine de l'université de Pau, Pays de l'Adour, interviennent sur Saint-Sevé du 8 au 12 janvier, encadrés notamment par Madame Casteret, qui était déjà la directrice de thèse de Mademoiselle Lamotte, qui a fait sa thèse sur le patrimoine immatériel de la ville de Saint-Sevé, notamment ce très beau film sur la classe, qui est toujours visible sur Internet, et M. Jean Goviac, qui est correspondant relais de la Fondation du patrimoine. C'est un master qui lie à la fois les questions patrimoniales et les questions de développement touristique. Et donc, ils ont trouvé le sujet de la maison Saïtex extrêmement intéressant, de façon à voir quelles seraient les modalités qui permettraient un jour une exploitation touristique définitive de ce lieu. Aujourd'hui, Madame Moitry, la nièce du docteur Saïtex, l'ouvre très gentiment à la visite dans le cadre de bonnes relations avec l'Office du tourisme. Bon, si on veut franchir un cap, il faudra tôt ou tard sortir de cette modalité-là. D'ailleurs, elle y est ouverte. Maintenant, il y a des enjeux financiers importants. La ville n'a pas moyen de porter un tel projet, du moins toute seule. Et donc là, l'idée est que des étudiants travaillent sur cette question pour voir quels sont les financements possibles sur ce type de projet, bien sûr des partenaires publics, mais au-delà du mécénat. Comment monter tout ça? Est-ce qu'il y a oui ou non un intérêt à aller plus loin sur cet édifice qui, à chaque journée du patrimoine, rencontre un grand succès? C'est toujours un émerveillement de découvrir dans une maison typique de Saint-Sevé des mosaïques qui datent du IVe siècle, avec une collection de faïences, notamment en Saint-Madé, qui est supérieure au musée de Saint-Madé. Il vous est proposé de valider cette mission avec sa contrepartie financière qui est de 4 000 €
passeront à l'université pour participer à son fonctionnement, au fond. Des questions? Oui. Deux observations. Une qui va être... Ça marche là, oui. La première qui va être un peu une redite de ce que j'avais pu exprimer à l'occasion de la présentation du projet scientifique et culturel des Jacobins, et que je retrouve dans les attendus, dans la présentation du projet qui est faite à l'annexe de la délibération, tout simplement pour redire que je trouve toujours, pour moi c'est irréaliste de prétendre vouloir faire de la valorisation du patrimoine historique de Saint-Sevé le moteur du développement économique du territoire. Pour moi, je crois que c'est un vœu pieux et très largement irréaliste. Mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus, ça avait été dit, un choix a été fait, vous l'assumez. Par contre, nous voulons faire une observation, et celle-là plus de fond, parce que nous constatons effectivement dans cette délibération, et nous étonnons aussi, cette étude que vous voulez faire réaliser porte sur la recherche des pistes de valorisation de l'immeuble Moatry, ou Syntex plutôt, donc qui est un immeuble privé, qui demeure privé à ce que je sache aujourd'hui. Il n'y a pas, que je sache non plus, de sous-seing privé de projet de vente de cet immeuble par un propriétaire. Ce qui nous étonne dans cette affaire-là, c'est qu'il y a une participation financière de 4 000 €. Je passe sur les 11 journées également d'hébergement, ou 10 journées, peu importe. Ce n'est pas tant les sommes engagées que le principe. Cet immeuble est privé et la propriétaire n'est aucunement partie à la convention, et ne supporte aucun, je dirais, elle ne participe nullement financièrement. Or, cette étude est susceptible de donner des atouts de valorisation de son immeuble si un jour elle le vend. Je trouve que ça me paraît un peu anormal que la propriétaire, contre qui je ne fais aucun procès à la propriétaire, et que cette propriétaire de l'immeuble ne soit pas associée d'une manière même symbolique au financement de cette étude. Pour cette raison-là, nous voterons contre cette délibération. Bien. Sur le moteur de développement économique, j'étais il n'y a pas longtemps à Lectoure, ville comparable en taille à Saint-Sevé. Je trouve qu'un attribut patrimonial, probablement moins de sites à visiter que Saint-Sevé, 70 000 visiteurs. Je ne vous ai pas cité Saint-Émilion, Sarlat, hein. Je vous cite des petites communes de Gascogne. Et quand vous avez 70 000 visiteurs, vous avez forcément des nuitées, des repas. On est loin, on est à 4 000 visiteurs en été. Mais nous, on a une ambition. Vous êtes ancré dans l'idée qu'on ne peut rien changer, qu'on est... À quoi bon, on n'y arrivera jamais. C'est une grande différence. Nous, on est dans une démarche entrepreneuriale. Si on ne se bat pas pour y arriver, vous nous disiez le musée ne pourrait rien. Bon, il y avait 400 visiteurs il y a 2 ans, on est né à 2100. C'est pas énorme, mais c'est mieux. Moi, je constate qu'il y a plus de restaurants aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Je me réjouis qu'il y ait un peu plus de monde qui viennent déjeuner sur Saint-Sevé. On est très loin de ce qu'on aimerait. Ça s'appelle l'optimisme. Maintenant, moi on ne peut pas à la fois se dire qu'on traverse une crise économique sur la volaille, que mondialement on dépend d'une seule activité. On vient de subir 2 périodes de crise aviaire, on est mono-industrie. Un peu comme Agenmo était mono-industrie autour de la chaise. Et pas essayer d'exploiter tous les potentiels qui sont les nôtres. Je ne dis pas que ça créera 3000 emplois, mais si ça peut en créer une dizaine, une cinquantaine dans les années à venir, on sera les premiers heureux. Moi, je ne me satisfais pas qu'il n'y ait... Je rêve qu'un jour, on ait un hôtel touristique sur Saint-Sevé. Ça ne me semble pas une hérésie. Voilà. Et donc, mais écoutez, on y met tout notre cœur, tout notre courage, et on essaie d'exploiter, de faire la promotion de notre cité. Dans cette idée-là, on a une pépite qui s'appelle la maison Syntex. Je
pense que la propriétaire en tirerait plus à le vendre à un particulier qu'à essayer d'honorer la promesse faite à son oncle qu'un jour il puisse être ouvert au public pour être la mémoire de plusieurs générations de Saint-Séverin qui étaient des collectionneurs et qui ont mis en valeur certains attributs de Saint-Sevé. Voilà, donc je ne pense pas que ça soit une opération financière pour elle. Pour nous, par contre, il y a une vraie question. Est-ce que oui ou non c'est exploitable touristiquement? Comment aller chercher des financements pour permettre qu'un jour il y ait une vraie ouverture au public? C'est ça l'objet de cette mission. Et donc, pour 4 000 €, on aurait peut-être pu négocier l'avoir gratuitement. On a des facultés aujourd'hui, à qui l'État dit, développer les ressources par des partenariats. Bon, écoutez, Saint-Sevé participe au financement à hauteur de 4 000 € cette année de cette belle université que nous avons régionale. Et moi, je crois aux universités régionales, parce que on n'a pas envie qu'il n'y ait que des grandes universités à Bordeaux, à Paris. Et donc, voilà, c'est aussi une manière de participer au soutien de l'université de Pau, Pays de la Loire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, si la Fondation du patrimoine peut être un partenaire sur ce projet, ça sera très bien. Je vous propose que nous passions... Pardon, monsieur le maire. Un petit retour sur le... Vous avez fait le choix, votre passion du cœur, vous croyez dans votre projet patrimonial, vous nous l'avez soumis plusieurs fois, vous l'avez adopté, vous y croyez, c'est bien. Par contre, je ne vous permets pas de dire que nous on a envie, on n'a pas envie, on a envie plutôt que rien ne change. Je m'inscris en faux. Aujourd'hui, bon, alors je ne suis plus aux affaires, mais je crois que nous avons pu montrer le temps où nous étions aux affaires qu'on a un petit peu bougé les lignes du territoire en matière économique. Ce qui est aujourd'hui devenu le projet Groland n'est pas sorti d'un claquement de doigts, il est sorti de quelque part. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a une zone qui a été créée à Escalès, il a fallu aller chercher, un petit peu se bouger pour aller chercher quelques entreprises, réaliser un projet auquel certains ici autour de cette table ne croyaient pas, nous disaient c'était une folie. Donc là, bon, vous avez votre projet, je ne suis pas d'accord. Je le respecte, mais évitez aussi ces jugements un petit peu abrupts s'agissant de votre groupe d'opposition aujourd'hui. On peut se dire que vous ne croyez pas au développement touristique de Saint-Sevé. Vous considérez qu'on n'a pas les attributs pour donner envie à des gens de nous visiter. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est... Mais les lecteurs, il y a 30 ans, n'étaient pas là. Ils ont commencé à rien du tout, les tours. Je vous le dis, moi je vous en parle, parce que je connais très bien les tours. Ils ont commencé à rien du tout. Eh bien, écoutez, vous avez le droit de le... Excusez-moi, j'ai mon avis en Vous avez... Mais je crois qu'il faut le... moi, j'insiste pour que ça soit posé dans le procès-verbal de ce conseil municipal. J'espère que dans 10 ans, nous aurons beaucoup plus de touristes qu'aujourd'hui. Et si je me trompe, je vous donne rendez-vous. Mais aucun souci. Voilà. Et puis on peut dire que vous continuez à les juger irréalistes ce projet-là. En tous les cas... 100% des gagnants ont tenté leur chance. Qu'est-ce que vous voulez? Par rapport au côté irréaliste des choses que je viens d'entendre, je pense que Saint-Sevé a un atout, a une histoire. Certains spectacles les ont révélés. Il serait, je crois, malheureux de ne rien faire qui accompagne et amène cette histoire, ce patrimoine qui existe toujours, qui a été malmené, qu'il faut aujourd'hui préserver. Je pense que ne rien faire serait une faute. Ce qu'il fait aujourd'hui n'est rien de démesuré, c'est quelque chose qui accompagne, qui est tout à fait heureux, et qui, en ce qui me concerne, sans croire à faire devenir Saint-Sevé un site qu'on viendrait voir de toute l'Europe, je pense qu'il y a quelque chose d'authentique. Non, on a parlé de Sarlat, on a parlé de... Sans aller jusque-là, on cite le cas de Lectoure, ou d'autres lieux qui sont très, très prisés, qui peuvent avoir un rayonnement régional, et en même temps, c'est une façon de faire reconnaître par les populations locales la richesse qu'ils ont, dans laquelle ils vivent, qu'il faut préserver et développer, enfin, et ne pas malmener, la préserver et la développer.
Je pense que c'est dans cela que cette démarche-là Et puis, Voilà, personne n'a donné le patrimoine. Il ne faudra pas la négliger et la laisser tomber. Personne ne veut le malmener, le patrimoine. non, mais je trouve méprisant cette absence de fierté du territoire, du patrimoine que nous avons. Non, mais c'est l'efficacité. Ça me fait penser au mépris que certains avaient il y a 30 ans de nos traditions. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit fiers de ce que nous sommes et pas se dévaloriser. On a... rares sont les communes à avoir 2 cloîtres entiers. Voilà. Bon, là, c'est des sujets de passion. Pour en revenir sur l'Agroland, moi, j'ai souvenir d'avoir fait une campagne en 2008 sur le projet de l'agropole. Nous l'avions défendu avec beaucoup de cœur, avec Claire, Jacques et d'autres. On était raillés à l'époque. Je me réjouis que quelques années plus tard, ça fasse consensus. Sur ce, je vous propose que nous votions la délibération sur la convention nous permettant l'accueil de 10 étudiants sur Saint-Sevé pendant 8 jours sur la maison Saint-Ex. Y a-t-il des oppositions? Unanime? Très bien. Des abstentions? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs suite à des avancements de grade. C'est une délibération courante. Nous avons, par l'ancienneté des agents qui ont évolué de grade, il se trouve que ces grades ne sont pas dans le tableau des effectifs et que donc il nous faut les créer. Ce n'est pas des renforcements d'effectifs, c'est juste les évolutions de carrière de certains de nos agents. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 14. Nous avions délibéré au mois de septembre sur la création de 4 postes pour renforcer l'équipe des espaces verts. Il se trouve qu'une des personnes qui va nous rejoindre au 1er février est technicien principal 2e classe. Nous n'avions pas prévu cet échelon exact et donc c'est une modification de délibération pour que cette personne puisse nous rejoindre au statut qui est le sien aujourd'hui. Y a-t-il par rapport à ça? Oui. Oui, une explication de vote là encore. Lors de la délibération du mois de septembre, le 29 septembre, nous étions positionnés contre la création de ces postes techniciens aux espaces verts. Donc vous l'avez créé, malgré notre position. Donc nous vous laissons le gérer, nous abstiendrons sur cette délibération. Très bien. À l'époque, vous étiez abstenu ou vous aviez voté contre? Pour le poste technicien, contre. Vous êtes sur la voie du progrès alors? Pas d'ironie, parce que si je reprends le procès verbal, je crois qu'il y a une erreur sur le procès verbal où vous nous avez mis contre même les postes de... Je le revérifierai, le procès verbal du 29 septembre. Nous étions contre les créations de postes techniciens, mais pas contre les autres postes agents. Oui. Je ne suis plus mais ça, je l'ai bien en mémoire. Donc, si le procès verbal a une erreur là-dessus, on le fera modifier. J'ai vérifié notre position sur ce point-là, donc demain je vous invite à vérifier le procès verbal. Et ça me permet de dire aussi que les erreurs administratives, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je me souviens des sarcasmes, je n'étais pas ici, j'étais là-bas du début de mandat sur les erreurs administratives de l'équipe précédente. Je crois que bientôt, si la Chambre régionale des comptes un jour veut bien se donner la peine de s'y pencher, c'est pas 17 pages et qu'il lui faudra dans son rapport, ça sera 20 jours. Écoutez, Monsieur Fabre, je suis heureux de vous entendre faire cet aveu. Non, mais ça, il faut impérativement que cette affirmation soit aussi mise dans le procès verbal. Nous verrons bien. En tous les cas, les engagements sont mis en place, les stocks sont tenus. C'est-à-dire quand on vend des terrains, on sort bien la valeur d'achat du terrain. Je pourrais citer la liste des recommandations faites par la Chambre régionale des comptes par rapport à des anomalies comptables qui avaient sous votre mandature. Nous les avons corrigées une à une. De délibération 15,
Donc vous avez voté, je pense que non. On n'a pas voté? Excusez-moi. Alors, qui est contre la délibération 14? Vous vous abstenez. Qui est pour? Je vous remercie. Nous n'avions pas créé le poste de responsable adjoint d'accueil périscolaire. Nous avions à l'époque une professeure des écoles qui avait été mise en détachement puisqu'elle n'avait pas de poste sur le département. Depuis, nous avions 2 personnes sous contrat aidé qui avaient été prises sur ce poste-là, puis une personne en CDD. Il nous semble aujourd'hui que quel que soit le choix des rythmes scolaires, nous avons l'obligation d'avoir, puisque nous avons plus de 100 enfants, un titulaire de BPGEP, c'est-à-dire un responsable de vie scolaire et un adjoint, qui ait la même qualification. C'est les conditions obligatoires pour obtenir les financements de la CAF pour tout ce qui est accueil périscolaire. Donc, quels que soient les choix qui seront faits sur les rythmes scolaires par notre collectivité, il nous a paru nécessaire de créer ce poste. Il sera pourvu dans un premier temps par un contractuel, qui est la même personne qui est en fonction aujourd'hui, mais nous créons officiellement le poste au tableau des effectifs, de façon à officialiser le fait que notre collectivité a besoin de ce poste de façon à respecter les cahiers des charges de la CAF. J'espère avoir été clair. Très bien. Je propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons une décision modificative au budget assainissement. Et ce coup-ci, c'est la bonne. Je passe la parole à Jacques. Oui, donc voilà, donc je vais vous faire part d'une décision modificative sur le budget assainissement. C'est la première. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très technique, parce que cela consiste à faire passer des inscriptions sur un article 23 du budget assainissement sur un article de l'article 23 sur un article 21. Alors, les explications, c'est très technique, c'est la perception qui nous a fait valoir que tous les achats qui ne faisaient pas l'objet d'un marché devaient être dorénavant mis en article 21. Donc lorsqu'on a créé le budget 2017 de l'assainissement, nous avions mis donc comme ça se faisait habituellement, des investissements sous l'article 23 qui ne faisaient pas l'objet d'un marché. Et donc on nous a dit, ça ne peut pas passer sous l'article 23, il faut le passer sous l'article 21. Donc 70 000 € qui avaient été mis en article 23 d'investissement assainissement sont repassés sur l'article 21. Donc ça fait 0 au total, plus et moins, plus 70 000, moins 70 000. Et maintenant, ils sont dans la bonne case, et donc on va pouvoir sortir l'argent de cette case, alors qu'autrement, on ne pouvait pas le sortir de l'autre case de la 23. J'espère que c'est tout à fait technique. Il n'y a aucun argent qui... On a compris que c'était une écriture comptable. Y a-t-il des oppositions par rapport à ça? Oui. Quelle observation, nous avions voté contre le budget à l'origine, donc nous voterons contre la DM, puisque c'était en plus une modification technique à l'intérieur. Oui, non, il y a une cohérence de vote. Très bien. Y a-t-il des oppositions? Oui. Non, contre. Oui, des oppositions. Des abstentions. Claire suit, ça nous fait plaisir. Et qui est pour? Bien. Nous avons au niveau de la ville également une décision modificative qui n'engagera, et je tiens à le préciser, aucune dépense supplémentaire. Donc les budgets sont tenus. Jacques va vous présenter ça. Donc tout à fait, au niveau de la ville, donc, nous avons une décision modificative numéro 4, ça sera la dernière pour cette année. Donc en ce qui concerne, donc, vous prenez
les sections de fonctionnement, en ce qui concerne le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, autrement dit le FPIC, donc en fait c'est un peu compliqué parce que on doit toucher 39 680, c'est ce que la communauté de communes donc, nous a attribué. Et cette somme se touche, on touche plus, c'est-à-dire on a touché 66 179 et ensuite on doit redonner 26 499. Et ça, c'est pas nous qui le décidons, c'est comme ça que ça se passe. Donc il a fallu, on avait d'abord inscrit au budget initial, on avait inscrit les 39 680. On a touché 66 179 et on a été obligé de rendre 26 499 pour arriver à notre total de 39 680. Et donc tout ça, ça fait qu'à travers les articles, il faut en remettre, en enlever et puis faire bouger les sommes. C'est également de la technique. En ce qui concerne ensuite les travaux en régie, on avait provisionné en début d'année 30 000 € de travaux en régie. Donc ce sont des travaux qui sont faits par nos propres services au niveau des investissements. C'est-à-dire que c'est le service technique, en l'occurrence service bâtiment, qui a mené des travaux et qui vont grossir notre capital investissement. Donc on avait provisionné 30 000 €, on avait inscrit 30 000 €, et en fait on en a fait pour 104 236. Et donc il convient de rajouter dans les différents articles la différence, c'est-à-dire 74 236, afin de pouvoir créer un compte administratif qui soit sincère. Donc le fait, les travaux en régie commencent au niveau des recettes de fonctionnement, donc où on inscrit 104 236. Ça génère, cette augmentation de 74 000 génère une augmentation du virement à section d'investissement parce qu'on doit équilibrer recettes et dépenses de la section de fonctionnement. Donc on équilibre les dépenses par un virement à section d'investissement 74 236. Et ensuite, si vous regardez dans le tableau section investissement, eh bien, ce virement, donc, vous le retrouvez en recette de la section investissement, les 74 236. Donc nous récupérons en recette d'investissement 74 236 supplémentaires et nous les dispatchons sur un certain nombre d'investissements qui, en l'occurrence, consiste à 4 939 € de construction, 371,12 de réseau de voirie et 50... non, je vous dis des bêtises. En fait, non, ces 74 000 se dispatchent en 24 656 l'opération 169 bâtiments scolaires, en opération 171 installations sportives pour 17 664 et en opération 131 bâtiments communaux pour 31 916. Donc voilà, vous avez pratiquement toutes les explications et également en haut de section investissement, vous voyez une recette de 57 949,87. Il s'agit de frais d'études qui, à l'origine, sont placés dans l'article 20, parce que les frais d'études doivent aller dans l'article 20. Par contre, lorsque ces études sont suivies réellement de travaux, les frais d'études doivent passer de l'article 20 sur l'article 21. C'est ce que nous avons fait, donc 57 949 article 20, qui ensuite repasse en article 21 pour 4 939 pour les constructions, 371 pour les réseaux de voirie et 52 639 pour les autres bâtiments publics. Voilà, je suis désolé de vous imposer des choses comme ça, mais voilà. Si on veut pouvoir remonter un compte administratif, il faut en passer par là. Donc il n'y a aucun argent qui rentre ou qui sort, ce n'est que du travail de dispatching à l'intérieur des comptes. Mais tout ça a été très clair et très précis. Merci Jacques. On voit que tu suis tout ça. Jacques, André.
Non, simplement, ça ne va rien changer mon vote, mais je comprends, je connais le principe des écritures de régularisation, on s'appelle comme on veut, de fin d'année, et Jacques a besoin d'essayer d'être précis, mais ma voisine, je sais, timide, ne le dira pas. Mais c'est vrai que là, moi j'essaie de suivre, je crois que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de commission finance pour regarder ça plus dans le détail. Voilà, c'est tout. Et nous voterons contre, malgré la clarté de l'exposé de M. l'adjoint. Ouais, je suis vraiment désolé parce que vraiment, je me suis astreint pendant toute l'année à faire une commission finance pratiquement à chaque conseil municipal. On pourrait même dire chaque fois qu'il y avait nécessité d'une commission finance, sauf un, voilà. Sauf cette fois-ci, parce que, bon, comme c'était pas des mouvements d'argent, c'était que des mouvements d'argent internes, c'est-à-dire qu'on ne dépensait pas, bon, je me suis dit, bon, c'est bon pour ça, je vais pas les embêter à venir en soirée au mois de novembre à 18h30, etc. Ça aurait permis de voir les illuminations, finalement. André, moi je me réjouis que vous éprouviez tant de plaisir à venir aux commissions finances que fait Jacques, et j'en félicite Jacques. Et donc il y aura des commissions finances au prochain conseil municipal, il y a des aspects financiers. Dit en français sans chiffres, pour moi il y a deux idées fortes dans ce qui vient d'être soumis et expliqué en détail par Jacques. La première, c'est que la régie interne du bâtiment a créé pour 74 000 € de biens publics. 104 000 €. Il y avait 30 000 au budget, on rajoute 74 000. Donc c'est bien l'idée que c'est autant d'argent qu'on aurait pu mandater à des entreprises extérieures et qui n'ont pas été fait en interne, et ça coûte quand même moins cher ce que c'est fait en interne. Premier point, je sais qu'on a souvent des débats entre nous sur l'augmentation de la masse salariale, mais voilà, on voit qu'il y a des retours intéressants derrière. Le deuxième, je voudrais remercier les 49 autres maires de la communauté des communes. Il y a eu un accord entre nous pour qu'on obtienne un reversement de FPIC, y compris sur les communes importantes. Et au final, donc, la ville de Saint-Sevé bénéficie cette année de 28 000 €, 39 000 €, là où nous aurions pu n'avoir que 8 000 s'il n'y avait pas eu cet accord en communauté des communes. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. 18e point à l'ordre du jour. Nous touchons presque à la fin, il en reste 4. L'autorisation d'engagement des dépenses en investissement pour le musée. Je vous rappelle que ce musée bénéficie d'un plan de rénovation sur 3 années. L'an dernier, nous avions fait la salle d'accueil principale et une rénovation des 2 galeries faites en interne. Cette année, les 2 salles qui n'avaient pas été rénovées, notamment celle du Béatus et celle de l'ancienne entrée, seront intégralement réaménagées par des travaux faits en interne par nos équipes, mais également par du recours à des spécialistes en muséographie pour, au fond, que ce magnifique manuscrit qui a été enluminé ici à Saint-Sevé, qui est probablement un des plus beaux ouvrages du Moyen-Âge français, qui a une représentation notamment du monde, dans cette map monde probablement la plus précise de l'époque, puisse faire l'objet d'une vraie explication avec des nouvelles technologies, de façon à ce que ce soit un lieu où on puisse apprendre, tout en se divertissant, et qui soit adapté au goût du jour, et notamment au jeune public. Il y a donc, pour que tout ça soit ouvert et fini pour l'été 2018, des dépenses à engager dès le début d'année, avec notamment, et ça aussi c'est quelque chose de significatif, vous aviez dans le projet scientifique et culturel du musée l'idée de mouler les chapiteaux les plus beaux, c'est-à-dire ces sculptures qui sont en haut des colonnes et des fois peu visibles à l'abbatiale, de les mouler de façon à ce qu'on puisse avoir des copies dans le musée à hauteur d'homme, un peu comme ça s'est exposé au musée des monuments historiques au Palais Chaillot à Paris.
Et donc, on attend encore la validation définitive de la DRAC, mais une des artisans qui rénove l'abbatiale profiterait des échafaudages pour faire ces moulages-là et ainsi nous permettre d'avoir un moulage des chapiteaux à un coût défiant toute concurrence. Ces dépenses devant être engagées probablement avant le vote du budget qui interviendra en mars, il vous est demandé de m'autoriser à engager ces dépenses d'investissement en amont du vote du budget. 3 types de subventions sont envisagées sur tout ce que je viens de vous évoquer. La DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui par un écrit nous suit de nouveau cette année 2018 sur nos projets de rénovation du musée. Le fonds LEADER, le pays a été contacté, la chargée de mission a commencé à préparer avec Alizé Le Panerer le dossier chez Bon Espoir, qu'on obtienne 30% de subvention de la part du leader. Et enfin, le Conseil général départemental qui a sorti un nouveau règlement d'intervention en matière de soutien des musées et dont tous ces travaux rentrent pleinement dans ce nouveau régime d'intervention. Et donc, nous espérons de nouveau avoir une contribution de la commune à hauteur de 25% sur l'ensemble des investissements sur le musée. Il y a... Tous ces intervenants, ils croient alors. Ils pensent qu'on va avoir du monde à Saint-Sever. Ils croient au patrimoine de Saint-Sever, je crois, effectivement. C'est une bonne nouvelle. Dans le but que ça fasse, dans le but que ça fasse croître le nombre de visiteurs. Y a-t-il par rapport à cette délibération d'autorisation d'engager des dépenses pour ne pas bloquer l'avancée de la rénovation du musée, des oppositions? Des abstentions? Alors vous êtes contre? Ah, très bien. Donc vous votez contre. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Suppression d'une ligne électrique. C'est au niveau du quartier d'Augreil, dans la traversée d'un champ qui n'est pas loin de la voie ferrée et du chemin de la Bâche. Nous avons une ligne qui sera déposée par EDF. Il nous faut délibérer pour autoriser Enedis à faire ces travaux-là. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Avant-dernier point, nous allons céder, si du moins le conseil municipal valide cette proposition, l'ancienne maison du directeur de l'école maternelle. Ça fait plusieurs années que ce ne sont plus des enseignants qui sont hébergés dans cette maison-là. C'est une petite maison donc à côté de l'école maternelle de la Loubert, qui a été estimée par les domaines à 147 000 €, qui a fait l'objet d'un découpage cadastral par rapport à la parcelle globale qui a été signée par les 2 parties, le futur acquéreur et la commune. Un numéro de parcelle sera donné dans les semaines à venir, mais pour ne pas perdre de temps, puisque l'acquéreur souhaite avancer, nous soumettons à cet ordre du jour la cession de cet immeuble au prix des domaines de 147 000 €, sachant que nous avions 200 € par mois de loyer. Y a-t-il des questions? Oui, des questions ou des observations en tout cas. Donc je crois que nous étions largement exprimés, je crois que c'était moi également qui parlais au nom du groupe à l'époque, nous étions donc déjà exprimés et levés contre la vente d'un immeuble situé dans l'environnement d'équipement public sur le site du Cap. On a vu un débat sur ce qui était pour nous une non-opportunité, une grosse erreur de vendre cet immeuble. Et je crois disons, mon opinion n'a pas changé et même elle est confortée aujourd'hui quand je vois que cet immeuble n'a toujours pas été occupé, ni réaménagé, et surtout qu'il est d'ores et déjà remis en vente. Et si j'en crois la rumeur, ou plus qu'une rumeur, je dirais que les rumeurs,
et il est remis en vente par ceux qui ont acquis ce bien auprès de la commune avec une plus-value confortable. Donc je crois que ceci est très, pour moi, toujours aussi regrettable. Aujourd'hui, vous nous soumettez un projet dans la même logique que celle du CAP. Vous vendez un immeuble qui avait vocation à être, par le passé, logement de fonction de l'école maternelle. Cet immeuble, cette maison est située sur le parking donc, de cette école maternelle, dans l'environnement et au milieu également du parking de l'espace La Loubère. Je crois espace La Loubère. Bon, si j'en crois, comme les associations, votre projet de création d'une deuxième salle, où je pense à minima de transformation de la salle à Loubert, va se poser un jour ou l'autre la problématique du stationnement. Je ne suis pas sûr que vous y ayez bien réfléchi, d'autant que dans la modification du PLU, nous avons acté, ou si quand le PLU sera modifié, il sera acté la suppression de l'espace réservé sur le terrain du Bédat pour faire les parkings en face. Donc pour nous, aujourd'hui encore, votre projet est une, je ne sais pas s'il faut parler de faute, mais en tout cas une grave erreur, parce que pour nous, cet immeuble, cet ancien logement de fonction, je pense qu'il aurait été peut-être opportun de le conserver et peut-être de le proposer aux associations résidentes de la Loubère. Je pense à l'USAB, je pense au SAS Volleyball, handball, pour en faire un lieu de vie, un clubhouse. Ces équipes-là qui sont obligées, à la fin de leur rencontre, de se disperser, ou même pour leurs réunions, dans des lieux ou privés de la ville. Donc, pour toutes ces raisons, nous n'approuverons pas ce projet de vente. Et cela n'a rien à voir avec la personnalité de l'acquéreur. Nous sommes opposés à la vente de ce logement, de cet ancien logement de fonction. Bien. Plusieurs points dans l'intervention. Le premier sur la cession du logement au CAP. Il est revendu plus cher qu'il n'a été acheté puisqu'il est cédé, il est divisé en deux avec des travaux faits par la personne qui nous l'a acheté. Premier point. Deuxième, il scinde en deux le bien, donc il y a deux compteurs, deux arrivées d'eau, il y aura des travaux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur cette maison, enfin, c'est une maison, vous y êtes rentré? Allez faire un clubhouse dans une petite maison. Non, mais il a été évoqué un clubhouse. Écoutez, non, je ne parle pas forcément d'une buvette, c'est un lieu de vie où peuvent se réunir les. Mais c'est pas un lieu aux normes ERP. Avec les largeurs de portes. Aujourd'hui, peut-être, mais c'est un endroit qui pouvait, il y avait, à mon avis, vocation à avoir un usage public, après, moyennant sans doute des transformations, comme peut-être aurait pu en appeler le logement du Cap. Ça, je n'en doute pas. En l'état, je ne dis pas leur céder comme ça en l'état, mais débrouillez-vous. Non, peut-être il y avait un espace déjà bâti, couvert, où peut-être les associations résidentes auraient pu trouver une place. Bon, écoutez, aucune association n'est venue nous voir en nous disant cette maison, on a vraiment envie d'y aménager notre clubhouse dedans. Bon. Quant à aller la détruire pour agrandir le parking, ça me semble pas très cohérent non plus. Bon, écoutez, là on a une opportunité de valoriser à un prix très correct cette maison. Sa cession permettra de financer tous les investissements qui sont en cours et qui participent au bien public. Effectivement, la Loubert nécessite des travaux. C'est un complexe qui date de 1983 sur lequel il y a des travaux de rajeunissement qui sont importants. Nous avons des clubs qui sont en développement, notamment le handball. Il y a aussi des collégiens qui sont nombreux. Nous verrons le moment venu à travailler sur la Loubert, non seulement sur les salles, mais également sur les abords et l'organisation de tout ce complexe. C'est un projet important, c'est un projet qui nécessitera une profonde réflexion, un peu comme on le fait sur les beaux quartiers, comme on l'a fait sur la requalification de l'entrée nord et sur les halles.
Écoutez, chaque jour suffit sa peine. Vous aurez des verrues privées, oui, Dieu, j'entends. C'est un logement qui existe, qui est clos, qui est... voilà, écoutez... Par contre, visionner sur le sujet, moi je voudrais avoir ce soir des positions nettes. Alors, la Loubert, il y a un projet de deuxième salle ou pas de deuxième salle? Mais rassurez-vous, on a le temps, le débat d'orientation budgétaire viendra. Non, mais les associations sont là, elles sont en attente. Elles ont toutes trouvé salle pour faire les compétitions. Je dois résumer, vous avez annoncé qu'il y aurait une deuxième salle opérationnelle en 2020. Donc ce soir, si la décision n'est pas actée ce soir, si vous ne pouvez pas l'acter, je dois considérer que là aussi c'était une promesse. André, derrière, sans aucun fondement. Parmi les défauts qui sont les nôtres, on a de la suite dans les idées. Vous en avez quelques-uns quand même. Mais oui, il suffit d'avoir de la constance à l'état, je l'avoue. Nous avons non seulement promis cette salle dans le programme de 2014. Nous pensions qu'il fallait investir à la Loubert et non pas complètement hors les murs où les enfants ne pourraient pas aller à vélo ou à pied, notamment les collégiens, pour faire du sport. Premier point, je vous renvoie au programme qui était le nôtre de 2014. Deuxièmement, dans les bilans de mi-mandat que nous avons envoyés, nous avons réaffirmé qu'effectivement, nous avions un projet sur la Loubert. Nous sommes en train d'étudier les modalités techniques, les modalités financières de cet agrandissement de la Loubert. Quand le projet sera mûr... C'est l'agrandissement ou une deuxième salle? Les associations mais aujourd'hui, il y a une salle annexe, il y a une salle ex-judo dans laquelle va le ping-pong. Nous avons une salle de gymnastique, nous avons une grande salle, et nous avons à l'étage des salles qui donnent lieu à des cours. Nous avons des demandes polyvalentes. Nous pensons qu'il faut effectivement une autre salle de grande capacité, que c'est à la Loubert, que le projet sera le plus pertinent, que ce soit sur des aspects techniques et financiers. Le jour où le projet sera mûr, je viendrai vous le remettre. Mais moi, je ne rêve pas. Les assos ont rêvé, peut-être au mois d'août dernier. Mais il y a longtemps que vous ne rêvez plus, c'est bien. J'espère que ce n'est pas un cauchemar. Il y a longtemps que vous avez cessé de faire rêver. Maintenant, moi je ne cherche pas à rêver, je suis un garçon pragmatique. Il y a des besoins, on essaye d'y répondre. Maintenant, je n'ai pas pour habitude de lancer des projets sans avoir l'assurance du coût qui est le leur et de la manière de le financer. Voilà. Donc, je vous ai annoncé qu'il y avait une rénovation de la piscine, qui en matière d'équipement sportif est la priorité. On a fait des travaux sur le système de filtration cette année. Et vous avez vu passer la demande de DETR au dernier conseil. C'est un investissement important. Nous bataillons aujourd'hui, pour être très clair, pour avoir des financements sur cette piscine. Plus j'ai de financements sur la piscine, plus tôt on pourra attaquer le projet de salle. Moins on aura de financement sur cette piscine, plus le projet de salle sera retardé. Parce que moi, je ne dépenserai pas l'argent que je n'ai pas. Et donc, on fera les projets au rythme de nos moyens. Monsieur le maire, vous allez aller chercher le financement alors? Écoutez Claire, je ne fais rien de mes journées, vous le savez bien. Donc, sur la cession de cet immeuble à usage d'habitation, et non pas de clubhouse, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Dernier point, convention de désignation de maîtrise d'ouvrage de financement pour l'aménagement des trottoirs. Nous avions déjà délibéré il y a 2 mois sur cette question, où nous avions, depuis les choses ont avancé, on s'en réjouit. Premier point qui a avancé, c'est que la communauté commune a validé le projet qui était le nôtre, de faire des trottoirs avec un financement de la communauté des communes à hauteur de 10 000 € au titre du budget 2017. Et il vous est proposé de redélibérer ce soir pour acter cette convention définitivement. Y a-t-il des observations ou des questions? Oui. Sur la dernière, on va s'occuper comme ça. Ah, écoutez, le meilleur pour la fin. Oui, plusieurs, je le prends avec le sourire, mais une observation sérieuse.
À propos de cette délibération qui revient sur la table aujourd'hui, je crois, monsieur le maire, que monsieur Martinez, vous avez alerté lors du conseil du 29 septembre 2017 de l'illégalité de cette délibération. Et vous avez développé les arguments, notamment la communauté de communes maître d'ouvrage, qui devait vous déléguer la maîtrise d'ouvrage, n'avait pas délibéré préalablement. Ça, c'était le premier point. Il avait, je crois, insisté là-dessus. De même, vous nous aviez soumis une convention pluriannuelle et vous avez dit que c'était une impossibilité juridique. La communauté de communes ne fait pas de convention pluriannuelle. C'est exclu de ces règlements. Parce que pour cela, il faudrait rentrer dans une procédure de type autorisation de programme crédit de paiement, quelque chose qui est dans un cadre, un PPI, programme pluriannuel d'investissement. Donc quelque chose de très technique. Donc M. Martinez, vous avez alerté. M. Martinez, une fois de plus, a eu raison. Donc puisque le préfet a donné raison à sa démarche, a confirmé l'illégalité de cette délibération. Donc, je crois que là, aujourd'hui, on revient avec cette délibération sur la table. Si vous aviez su écouter peut-être l'opposition raisonnablement ce jour-là, mais je crois que vous avez eu tort ce jour-là. Il me semble que vous avez encore eu tort ces derniers jours sur le dossier de Saubière. Et là aussi, nous avions largement averti. Donc aujourd'hui, vous nous soumettez une convention qui est conforme, je dirais, à la oui, on en parlera de Saubière. Si vous voulez, M. Fabre, je vous sens étonné, là, vous n'êtes pas au courant. Donc, je reviens à la délibération qui nous occupe aujourd'hui. Cette délibération, donc vous nous la remettez conforme, je dirais, à la démarche, à la procédure réglementaire. Mais je suis désolé, nous ne participerons pas au vote parce que je ne vois nulle part l'annulation. Nous n'avons pas proposé dans une délibération annulant la délibération du mois de septembre. J'en suis désolé, monsieur le maire. Donc nous ne participerons pas au vote. En droit public, une délibération annule automatiquement la précédente quand elle parle du même sujet. C'est un sujet qu'on a déjà débattu plusieurs fois ensemble. Non, mais les débats que l'on peut avoir ici sur la légalité ou pas, on a tous raison. Il y a un juge de paix, c'est le contrôle de légalité, c'est le préfet. Ça a été la même chose sur Saubière, vous aviez raison. Je crois que M. Martinez a engagé une procédure de recours gracieux. Vous avez reconnu le bien fondé de la démarche de M. Martinez. Donc aujourd'hui, ne me dites pas que nous avons débattu à plusieurs reprises ici et que vous avez une position, vous la soumettez si vous voulez à votre majorité. Toujours est-il, on ne se rangera pas à votre prise de position. Nous restons sur notre position. Pour nous, il n'y a pas... Vous n'annulez pas la délibération du mois de septembre. Je crains fort que cette délibération, eh bien, nous serons obligés de nous revoir avant Noël. Je suis désolé si ça se produit, pour la faire acter. Donc vous n'avez pas soumis l'annulation de la précédente délibération. Nous ne participons pas au vote. Écoutez, vous savez, s'il faut qu'on redélibère une troisième fois, je ne doute pas qu'il y aura une majorité pour que la communauté de communes finance à hauteur de 10 000 € des travaux de trottoir. Mais je voudrais revenir parce que je trouve cet exemple très intéressant. Il y a une grande différence entre M. Martinez et notre approche. Il a une culture des choses bureaucratiques. Ou pour lui, ce qui compte, c'est où est la virgule. Nous, on a une démarche entrepreneuriale. Ce qui nous intéresse, c'est que les projets avancent. Sur le débat sur le tourisme, on était au fond dans la même philosophie. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'essayer de mettre les Saint-Séverin en position de force pour essayer d'avoir, de la part de la communauté commune, un arbitrage qui soit cohérent. Qu'est-ce qui se joue? Il s'est joué deux choses. L'obtention par Saint-Sevé de 10 000 € pour les trottoirs, sachant que la communauté commune avait prévu 10 000 € pour l'ensemble de l'ex-Cap de Gascogne. Il se trouve qu'ayant pris la délibération avant, on a pu soumettre ce projet et obtenir validation par la Comcom de ces 10 000 €. C'est une fable. Non, c'est la réalité. Deuxième point. Deuxième point qui est plus important. Non, mais deuxième point qui est plus important. Moi, quand je prends des décisions, je les prends dans cet esprit-là. Deuxième point, et je veux insister là-dessus.
nous allons avoir une négociation avec la communauté commune qui envisage de rétrocéder l'entretien des trottoirs aux communes. Jusqu'alors, la communauté commune... Laissez-moi aller. André, je ne t'ai pas coupé. Si je peux, j'aimerais aller au bout. C'est un sujet important pour nos finances et pour le quotidien des Saint-Séverin. Aujourd'hui, la compétence voirie va de mur à mur en ville. Et donc, l'entretien des trottoirs est à la charge de la communauté des communes. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, on s'est battu pour que la communauté des communes finance les trottoirs lorsqu'elle refait les voiries, considérant que jusqu'alors, elle ne les refaisait pas. Or, lorsqu'on fait un lotissement où on fait juste la couche de roulement de la voie et pas les trottoirs, c'était désastreux. Par conséquent, on a réussi, ça a été un compromis à la communauté des communes, à obtenir un financement à hauteur de 3,50 € le mètre carré des trottoirs. Là, en 2016, on a obtenu 10 000 €. 2017, par la délibération qu'on a prise en septembre, on obtient aussi 10 000 €. En annonçant que les trottoirs font l'objet d'un programme de voirie en 2018, 2019 et qu'il y a encore des travaux en 2020, nous démontrons, et c'est ce que j'ai cherché lors de la délibération de septembre, que ce n'est pas une dépense ponctuelle, mais une dépense régulière. Et que donc l'attribution de compensation, c'est-à-dire cette somme financière que devra nous restituer la communauté des communes au titre de la restitution de la compétence trottoir, elle devra être valorisée à ces 10 000 € et non pas à moins. C'était ça la négociation, c'est pour ça qu'on a libellé la délibération comme ça au mois de septembre, et voilà. Donc c'est ça que je voulais vous exprimer ce soir, de façon à ce que vous compreniez la démarche qui est la nôtre. Pour autant, je vous propose que nous passions au vote de cette convention. Désolé, je ne peux pas quand même... Là, autant je peux entendre les arguments que vous battez contre avec la communauté de communes pour modifier le règlement de voirie, faire l'entretien ou la rénovation des trottoirs en même temps que la voirie, ça je peux l'entendre. C'est pas mon propos. Mais vouloir nous faire avaler ce soir, dire que vous avez pris cette délibération pour faire un moyen, pour servir de cela comme moyen de pression auprès de la communauté de communes, ça, non. Là, reconnaissez qu'au mois de septembre, vous vous êtes planté, c'est une erreur. Et alors maintenant, vous essayez d'enrober, d'enjoliver le paysage, mais c'est pas à moi et vous allez le faire. Bien. Vous allez le faire quoi? Vous ne convaincrez personne. Il y a bien eu erreur, et je pense que ce soir, vous commettez une nouvelle erreur en nous faisant entériner, en proposant à l'Assemblée municipale d'entériner une nouvelle délibération, alors même que vous n'avez aucunement annulé la précédente. Donc je vous laisse libre de présenter le projet, mais nous ne participerons pas à la mascarade. Je te confirme, André, que je l'ai fait en connaissance de cause pour les objectifs que je viens d'évoquer. Et que ce n'était pas une erreur, mais un choix délibéré. Maintenant, je ne cherche pas à te convaincre. Au fond, je trouve que ce soir, on a eu beaucoup de décisions à l'unanimité. Tant pis si celle-là n'est pas votée. Non, mais moi, je voudrais dire qu'à propos de mascarade, quand même, monsieur le professeur qui est absent ce soir, il vote souvent contre sa commune. Il a souvent raison, le professeur. Alors, il faudrait quand même aussi savoir. On attendra qu'il soit là pour lui rappeler. Voilà, on lui rappelle. Je vous propose que nous passions au vote, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse l'erreur de ne pas la voter. Y a-t-il des gens qui s'opposent? Vous vous opposez, hein? Vous participez pas au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Et donc, cette décision est prise à l'unanimité des votants. Je vous souhaite... Je vous propose que nous en restions là. Je souhaite par avance à chacun d'entre vous d'excellentes fêtes de fin d'année et un bon Noël en famille. À très bientôt et rendez-vous en 2018. Question, c'est pas grave, c'est pas grave. Je l'avais noté dans un point tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait avoir, comme l'an dernier en fin d'année, on a vu l'organigramme du personnel qui fait quoi Écoutez, moi,
moi, ce que je vous propose sur cette question-là, c'est qu'on vous le joigne au vote du prochain budget. On va avoir le 2 janvier une nouvelle DGS qui va arriver. Et donc, on mettra tout ça au clair. Alors, il paraît qu'on télétonne à Saint-Sevé et qu'il y a des annonces en la matière. Yoann, Aurélie. Allez. Oui, juste pour vous rappeler que donc il y aura donc le Téléthon qui se déroule au niveau national sur le week-end, donc de vendredi samedi, et qu'il y aura donc des animations prévues avec toujours le vendredi soir un repas spectacle au niveau du cloître des Jacobins. Voilà, il y aura 2 services de proposés à 19h et 21h. Les tickets sont en vente à la maison des animations. Demain soir de 17h à 19h et à partir de 17h vendredi au cloître directement. Voilà, le repas reste toujours au prix de 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants grâce aux dons qui sont effectués par les entreprises locales et à la mobilisation des bénévoles qui concoctent voilà, ce repas. Et l'ensemble des fonds seront bien sûr reversés à FM Téléthon. Et il y a également à la salle Laloubert le SAS du Volant qui se mobilise à partir de 20h pour une nuit du badminton. C'est ouvert aux licenciés et non licenciés. Donc je vous invite, après avoir participé au repas et bien avoir mangé, à aller un petit peu avec votre raquette participer à cette manifestation. Et le samedi matin, dès 9h, au niveau de la place du Tour de Sol, nous aurons des animations avec des ventes de produits, de crêpes, de mignardises et d'objets décoratifs de Noël qui ont été là élaborés par les écoles de Toulousette et de Péraline. Et voilà, vous pourrez acheter tout ça et grâce à la mobilisation de Clin d'œil et des Mamours, tout sera reversé effectivement à l'ensemble du Téléthon. On aura le judo qui se mobilise aussi à la salle Jean-Marie Comenaille avec un défi chute comme chaque année. Voilà, vous pourrez également vous y rendre en espérant vous y retrouver nombreux en tout cas. Bien, je rappelle qu'à chaque fin de séance, chaque conseiller municipal doit signer le registre et signer pour, lorsqu'ils ont des procurations, à la place de la personne qui leur a donné les procurations. Alors, bonne fête de fin d'année. Encore.